Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. On va se donner encore une petite minute là, pour s'il y a des gens là, qui restent à arriver. Donc, ce ne sera pas très long avant qu'on commence. Donc, on peut aller de l'avant. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la proche-aidance en oncologie, prendre soin de l'autre et de soi. Le webinaire sera présenté par Fanny Leprince. Fanny Leprince est diplômée de baccalauréat en travail social en France en 2007. Elle débute sa pratique en milieu hospitalier où elle développe un intérêt marqué pour les soins palliatifs. Arrivée au Québec en 2009, elle poursuit son parcours en CLSC, toujours dans les soins palliatifs, mais tout en se sensibilisant à la réalité des proches aidants. Elle accorde une importance particulière à reconnaître chaque personne dans ses forces et ses limites. Depuis 2024, Fanny Leprince est travailleuse sociale chez Nova Soins à domicile, où elle se consacre au soutien des proches aidants. Fanny, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Donc, moi, je me présente, Véronique Franger, je suis directrice générale adjointe à la Fondation québécoise du cancer. Vous allez remarquer, vos micros sont fermés pour l'instant. Nous aurons une période de questions à la fin de la présentation et vous pourrez ouvrir vos micros à ce moment. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les écrire dans le clavardage et je vais m'occuper de les poser à Fanny à la fin de la présentation. Pour vos caméras, vous pouvez les avoir ouvertes ou fermées à votre préférence. Je tiens aussi à vous aviser que le webinaire est enregistré et sera disponible sur la page YouTube de la Fondation dans les prochains jours. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter rapidement les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. Donc, la Fondation existe depuis 46 ans et notre mission depuis le début est de soutenir au quotidien les gens atteints de cancer, mais aussi leurs proches. Donc, on accomplit cette mission à travers une variété de services, entre autres avec des services d'information, dont notre ligne Info Cancer, qui est un numéro de téléphone gratuit et confidentiel qui permet de parler à des infirmières qui sont expérimentées en oncologie. Celles-ci peuvent répondre à toutes vos questions sur tout le continuum de la maladie, donc du dépistage à la rémission. La ligne est disponible autant pour les patients que pour les proches aidants. Et nos ressources, en fait, nos infirmières peuvent vous diriger vers d'autres ressources internes. Donc, nous avons nutritionnistes, sexologues et psychologues dans notre équipe. Nous avons aussi un service de bibliothèque. Donc, nous avons 2 documentalistes dans notre équipe qui recensent toute la documentation qui touche de proche et de loin au cancer. Et on envoie ces documents-là gratuitement à travers le Québec. Quand ce sont des ressources en ligne, on envoie par courriel les liens. Nous offrons des programmes de soutien psychologique. Nous offrons entre autres un programme de jumelage téléphonique qui permet de parler à un père, à quelqu'un qui a eu une épreuve similaire. Nous offrons aussi de l'art-thérapie qui permet de s'exprimer autrement que par des mots et qui est animé par un art-thérapeute qui a une formation reconnue. Nous avons plusieurs programmes de bien-être physique. Donc, on offre entre autres la massothérapie, l'acupuncture, la kinésiologie, le yoga. On a nommé que ceux-là. Et c'est offert gratuitement ou à très peu de frais. Par exemple, une session de massothérapie de 1 heure, c'est 25 $ pour un patient. Nous offrons aussi de l'hébergement. Nous avons le plus grand centre, en fait, le plus de centres d'hébergement à travers le Québec pour les gens en traitement de cancer. On sait que malheureusement, les spécialités sont un peu réparties à travers la province, donc parfois on n'est pas traité à côté de la maison. Donc, ces centres-là permettent d'offrir une proximité à côté des grands centres hospitaliers. Et c'est très abordable. On parle de 30 $ la nuitée pour les patients cancer avec les repas inclus. Nous avons des programmes d'aide financière et juridique. Donc, nous avons un programme, entre autres, qui s'appelle le programme d'aide à la vie quotidienne pour les gens qui vivent sous le seuil de faible revenu, qui ne sont pas admissibles à d'autres programmes d'aide. On a aussi une alliance avec Juripop qui offre des consultations juridiques gratuites. Nous avons un programme pour les jeunes adultes, les 15-39 ans, donc le programme à Félix.
On sait que la réalité de ce groupe d'âge-là est très différente des aînés, des adultes. Donc, on a recensé l'information pour ce groupe d'âge-là pour les aider à piloter pendant la maladie ou pour quand on est un proche aidant de ce groupe d'âge-là. Et finalement, nous avons un répertoire de ressources en ligne. Donc, ça permet de rechercher des ressources, le type de ressources et le lieu et qu'est-ce qui approche. Donc, si par exemple, vous êtes dans le coin de Repentigny, vous cherchez de l'aide à domicile, ben, vous mettez votre besoin, vous mettez votre région et ça va sortir les services qui sont à proximité de chez vous. Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Fanny pour vous présenter le webinaire de la journée. Merci Véronique. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais commencer par aborder la définition de la proche aidance. Ensuite, je vais parler un peu du rôle des personnes proches aidantes. On va parler aussi des sentiments et du vécu émotionnel. La notion de consentement à être une personne proche aidante. Puis, on va parler des défis et comment trouver le sens. Et puis, enfin, je vais terminer avec une boîte à outils pour les personnes proches aidantes. Alors, au niveau de la définition de la proche aidance, il y a une loi au Québec qui définit les personnes proches aidantes comme suit. Une personne proche aidante est une personne qui, de façon significative et régulière, apporte un soutien à une autre personne de son entourage qui a une incapacité temporaire ou permanente. Ce soutien est non professionnel et peut être physique, psychologique, social ou autre. Les particularités en oncologie, c'est que ce rôle s'installe souvent brusquement et dès l'annonce du diagnostic. Il peut s'étendre sur une courte ou une très longue période selon l'évolution de la maladie. Puis on observe aussi qu'il y a une multiplicité des tâches, à la fois logistiques, du soutien émotionnel, de l'accompagnement médical, la coordination du réseau, etc. Au niveau du rôle des personnes proches aidantes, on a évidemment tout ce qui est le soutien émotionnel. Donc, on va avoir l'écoute, la présence, le réconfort, la gestion des peurs de la personne malade, mais de ses propres peurs aussi, le maintien de l'espoir, de la dignité. On a le soutien pratique, donc ça va être tout ce qui est le transport, les repas, les courses, tout ce qui est organisation du quotidien. On a le soutien clinique, l'accompagnement au rendez-vous, la compréhension du plan de traitement, la surveillance des effets secondaires. On a le soutien administratif avec tout ce qui est gestion des papiers, des assurances, la communication souvent avec les intervenants des différents endroits. On observe qu'il y a quand même, ça s'inscrit dans plusieurs phases, ce rôle, à la fois au moment du diagnostic. Ensuite, il y a tout ce qui est traitement actif. Après, il y a la rémission ou la chronicité selon l'évolution de la maladie, puis la rechute ou les soins palliatifs. Là, je voudrais vous partager, Lucie Rochette était proche aidante, puis elle m'a fait la gentillesse de participer en donnant son témoignage. Donc là, il y a une première fois, puis à un autre moment, un peu plus tard, elle va aussi témoigner. Là, on est vraiment sur les sentiments ressentis comme personne proche aidante. Elle va nous expliquer. Alors, comme je suis travailleuse sociale et pas monteuse vidéo, il y a un petit début qui est pas tout à fait bien coupé, mais après, ça va se lancer. Alors, vous êtes proche aidante, vous avez été proche aidante pendant à peu près 4 ans, on va dire 4 années à peu près. Et puis, votre parcours de proche aidante s'est fini à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ma première question, c'est de savoir, au moment du diagnostic, et au début du parcours, quels sont les sentiments, les émotions qui vous ont traversé? Le premier était la colère, parce que j'ai l'impression, moi, dans ma vie, qu'on peut s'aider au niveau de la santé. Et bon, j'avais un peu la colère de dire, ben, si tu avais pris plus soin de ta santé, peut-être qu'on n'en serait pas là. Par contre, à un moment donné, il faut arriver à la conclusion que on arrive dans la maladie. Et là, c'est la peur et l'anxiété qui arrivent comme proche aidant de dire, est-ce que je vais être capable de l'accompagner jusqu'à la fin? Parce que des fois, tu dis, ben, j'ai-tu assez les ressources? Mais il faut se faire confiance puis dire, oui, j'ai la force de passer au travers. Oui, je suis capable de l'accompagner, de faire de mon mieux pour l'accompagner dans cette situation-là.
et ne pas s'oublier non plus, bien entendu, là. Mais c'est vraiment ça, là. Puis je pense que c'est l'amour, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble qui nous permet de nous donner les forces pour passer au travers. Parfait. Merci beaucoup. Donc, Lucie l'illustre bien, il y a beaucoup de sentiments qui se jouent quand on devient personne proche aidante. Il y a ce qui pèse lourd, et dans ce qui pèse lourd, la première chose, c'est le choc émotionnel à l'annonce du diagnostic. On doit gérer le choc pour la personne malade, mais aussi le choc que nous, on reçoit comme personne à côté. Il y a toute la question de l'impuissance, la culpabilité. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? La colère, la peur. On voit aussi ce qui pèse, qui s'installe petit à petit, c'est l'épuisement. L'épuisement à la fois physique et à la fois psychologique, de gérer le quotidien, de gérer l'autre, tout en se gérant soi. On observe l'isolement social, puis on va y revenir un petit peu plus tard, mais il y a toute la question de l'isolement social, l'invisibilité du rôle. J'utilise pas mal cette image de dire que nous, on vit un tsunami, puis le monde à côté, il continue de tourner de la même manière. Et les gens se rendent pas compte de ce que nous, on traverse. Il y a tout la question des deuils multiples. Donc, il y a les deuils de la personne d'avant, du projet de vie qu'on avait, puis parfois aussi le deuil par rapport à soi-même, qui on est, à notre propre identité. Mais dans ça, il y a aussi ce qui donne de la force, puisqu'on observe, et Lucie le dit vraiment très, très bien, c'est que il y a beaucoup d'amour. Et c'est ça qui ressort. Il y a quelque chose d'amour, il y a du sens, il y a énormément de gratitude entre les personnes. On observe aussi souvent un sentiment d'accomplissement personnel. On se découvre aussi des forces et des capacités à faire des choses. Ça a une force nouvelle, des priorités qui sont redéfinies. On est dans un monde où tout va très vite et on s'arrête pas. Puis la maladie, malgré nous force à nous arrêter aussi et à redéfinir un petit peu, mais c'est quoi qui est important pour moi? On voit aussi une forte résilience et des liens approfondis. Il y a quelque chose d'encore plus fort qui se joue dans le lien. J'aime beaucoup cette phrase, moi, qui est de dire être proche aidant, c'est aimer autrement, dans la maladie, dans la peur et parfois dans le silence. Le quatrième point, puis c'est pour moi assez fondamental de l'aborder, c'est la question du consentement avec une personne proche aidante. Je pense que souvent, c'est un point qui est passé sous silence, mais qui est fondamental. C'est vrai que quand on accompagne une personne qui est malade et qu'on est par exemple avec le médecin, CLSC ou n'importe là, c'est pris pour acquis que la personne proche aidante est là, puis on l'embarque dans le protocole. Sauf que on a le droit de réfléchir à ce qu'on veut. Donc il y a la question du rôle qui est pas toujours choisi. Ça s'impose souvent. On le décide pas, mais en reconnaissant que on n'a pas décidé, en reconnaissant qu'on a des limites, c'est essentiel. On a le droit de dire non. On a le droit d'accepter certaines choses, mais pas d'autres tâches. Je trouve qu'on est souvent pris dans cette spirale de soins et on s'autorise rarement à dire, là, moi, je suis pas d'accord pour faire partie de cette action-là, X ou Y, et on n'ose pas dire non, mais on a le droit. Et je pense que c'est important comme personne proche aidante d'avoir ça en tête. On peut aussi donner un consentement partiel ou aussi se dire que le consentement, il évolue. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'au début du parcours, on est très oui, 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 j'y vais, ça arrive souvent comme ça. Mais quand la maladie s'installe et que on a une fatigue parce qu'on a aussi le travail, parce qu'on a aussi des enfants, parce qu'on a plein de choses dans le reste de notre vie, on n'a pas toujours envie ou la possibilité émotionnelle et physique de continuer à accepter tout. Il y a aussi des choses avec lesquelles on est moins confortable et donc c'est correct de dire non et qu'on ne veut pas. Et je pense que nous, en tant que professionnels, on a un rôle clé là-dedans, c'est de vraiment valider ce consentement à chaque étape et d'encourager aussi la communication au sein du couple ou de la famille. On va retrouver Lucie dans la question des défis et de trouver le sens.
Alors, mon deuxième point, j'aimerais que vous me parliez des défis pendant votre parcours, mais aussi ce qui a fait sens ou ce qui a pu vous aider. Oui. Alors, notre défi, c'est d'accepter, bon, un cancer au niveau du stade 4, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour possible. Alors, d'accepter déjà ça, d'avoir à prendre la décision avec les médecins d'accepter ou non des traitements pour essayer d'allonger l'espérance de vie tout en sachant qu'il n'y a pas de retour là, possible là, à une vie normale. Alors, ça, c'est le plus gros des défis. Et d'accepter aussi, bon, après plusieurs essais de traitement avec des effets secondaires épouvantables, de dire, bien là, c'est quoi là, qu'on veut, d'accepter d'avoir une qualité de vie quand même correcte, mais de savoir que la vie va arrêter plus tôt. Alors, ça fait partie des défis les plus importants que j'ai eu à vivre, de prendre cette décision-là. On doit accompagner la personne aussi, mais pas prendre la décision à sa place. Ça aussi, c'est un gros défi. Puis de se fier à la médecine, on peut pas, je ne suis pas médecin, donc se fier, accepter aussi que ce qu'ils nous disent, c'est la réalité. Et je peux conclure que ça a été la réalité. Il nous avait dit 2 à 4 mois, et il a fait 4 mois. Alors ça, c'est les plus gros défis. Par contre, après ça, ben, ce qu'il faut, ben, c'est d'accepter de changer notre façon de vivre aussi, de dire, bon, il est en appartement parce qu'on ne vivait pas nécessairement ensemble, il était en appartement, il était plus capable de rester tout seul, de faire le déménagement dans un RPA où il aurait des soins, de l'accompagner là-dedans, de faire des deuils, tu sais, on fait des deuils de tout, là, de l'appartement, de ces choses qui devaient en tout cas, se libérer. Et c'est tout ça, d'accepter aussi de ne plus faire les mêmes sorties qu'on faisait ensemble, de vraiment. Par contre, ben, il y a eu des belles choses. On acceptait. Moi, ce que je pense qu'il faut voir, c'est qu'à chaque jour, il faut se dire, ben, c'est quoi qui est positif aujourd'hui? C'est quoi qui a été positif aujourd'hui? De dire, ben oui, on était capable de sortir dehors. On était capable d'écouter de la musique ensemble, juste dans le silence. On était capable de se rappeler des beaux souvenirs. C'est tout ça qu'il faut accepter de dire la vie là, de passé est plus là. Mais il y a une vie encore pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne le sait pas. D'accepter de l'aide aussi. Comme proche aidant, on accompagne la personne, mais si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin de la personne qui est malade. Donc, c'est important d'avoir notre petit jardin aussi, de dire, ben, il est en sécurité, je peux pas faire plus aujourd'hui, je dois prendre soin de moi aujourd'hui. Donc, moi, ça a été beaucoup la marche. Ça peut être autre chose pour les gens, mais moi, la marche en nature, c'était très bénéfique pour moi. J'ai appris aussi à aller consulter pour moi, à aller me chercher de l'aide pour dire, ben, comment je peux avoir des petits trucs? On pense qu'on est bonne, on est gentil, mais des fois, là, il y a des journées où c'est plus difficile. Donc, d'accepter de parler à quelqu'un, de se confier à quelqu'un de nos émotions à nous. Il oui, prendre soin de l'autre, mais il faut surtout prendre soin de nous. Ça, c'est le point le plus important, je pense, qu'il faut faire. Puis je reviens encore les défis, c'est ça, c'est de dire adieu, hein, on ne dit pas au revoir aux personnes qu'on voit dans les derniers jours, excusez. On leur dit adieu. Alors, c'est dur pour la personne là, qui fait ça. Par contre, moi, ce qui me donnait envie, c'était de dire, ben, on a la possibilité de le faire. De le faire parce que c'est pas un décès accidentel, c'est pas une crise cardiaque que tu vois ton mari le matin puis qu'il est plus là le soir. C'est un accompagnement. Oui, le cancer, c'est une triste maladie, mais c'est aussi, on peut voir venir la mort. Fait que pour moi, ça a été aussi un point bénéfique que je me suis dit, ben oui, il est diminué, oui, on peut plus faire les mêmes choses, mais on peut faire encore, on peut parler encore. Il y avait tout le côté cognitif était tout là, alors on pouvait encore parler jusque dans les derniers jours. Alors mais c'est vraiment de retenir qu'on a des points positifs malgré la maladie. Puis c'est ça, moi, qui m'a fait en sorte que j'en suis sortie gagnante de ça et c'est à peu près ça. Ben, merci beaucoup pour votre très, très riche. En plus, c'est un beau résumé finalement de ce que je vais développer un petit peu après là. Mais ce que je retiens de son témoignage, c'était quand même qu'il y avait cette notion de lâcher prise, puis de faire le focus un peu sur la qualité de vie plutôt que de la
que prolonger la vie. Aussi la notion de ne pas prendre les décisions à la place de l'autre. J'ai beaucoup aimé aussi son approche sur accepter le changement, l'accueillir, le fait de vivre des multiples deuils, mais aussi des jolies choses. Et j'ai trouvé très beau dans son témoignage d'avoir la capacité à pouvoir mettre en avant aussi ces jolis moments qu'elle a pu vivre avec son conjoint. Puis effectivement, le gros morceau aussi, c'est le prendre soin de soi, d'accepter de l'aide, puis de dire aussi que finalement chacun a ses techniques. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va développer par la suite. Mais je remercie Lucie parce que son témoignage était vraiment riche. Donc dans les défis et trouver le sens, au niveau des défis, ce qu'on observe beaucoup, c'est toute la fatigue et l'isolement social. On n'est pas juste proche aidant. On a plusieurs casquettes. On est une personne avec beaucoup de choses à gérer. Et finalement, il y a un moment, ce qu'on observe, c'est que les gens s'isolent et vont plus voir les amis. Pour plein de raisons. Ça peut être aussi parce qu'on se dit que les autres ne vont pas nous comprendre, ou on n'a juste pas l'énergie d'aller dialoguer avec une amie. Mais ça, c'est un défi qu'on voit. La perte de repères identitaires aussi. Et on est, comme dit un bon québécois, on est shaké un peu dans qui on est, en fait. Et c'est déstabilisant parce que souvent, on a comme une ligne, on se dit que ça va être comme ça, puis là, tout à coup, la maladie vient tout mettre en perspective différente. Nous, on a comme proche aidant, il y a aussi la gestion de la peur, en fait. Il y a la peur de la maladie, de son évolution. Après, il y a la peur de la récidive aussi. Puis souvent, on observe que les proches aidants la verbalisent peut-être moins parce qu'ils ne veulent pas inquiéter ou peiner la personne malade. Mais c'est quelque chose qui est quand même vécu. Il y a toute la conciliation des rôles. Comme je disais, on est proche aidant, mais on n'est pas que proche aidant. Puis on peut être proche aidant et en même temps travailler, avoir une famille à gérer, des soins à gérer avec personnes malades. Puis tout ce qui est invisibilité et manque de reconnaissance du rôle, je pense que c'est quelque chose dont on parle sûrement de plus en plus, mais quand on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne mesure pas nécessairement l'étendue de ce qu'est être proche aidant. Et donc, les gens ne reconnaissent pas forcément, mais tiens, oui, tout ce que la personne fait. Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le discours des personnes proches aidantes. Mais dans tout ça, il y a toujours le trouver le sens. Je trouve, on observe que ça permet de revoir ses priorités, et de s'ancrer dans le moment présent. On est beaucoup moins dans la projection. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est vrai qu'on est dans une société où tout va vite, puis on est très axé sur penser à la suite, le futur, etc. Là, la maladie, elle vient remettre les choses un peu en perspective du moment présent, de l'instant T. Accepter l'imperfection. On ne contrôle pas. On ne contrôle pas et on a souvent un plan, puis ce plan-là est un petit peu différent en vrai. Et quand on accepte cette imperfection, finalement, il y a une sorte de lâcher-prise qui permet d'accueillir les choses de manière un petit peu plus souple. Il y a l'équilibre entre le don de soi et la préservation de soi. Le fait d'être dans ces défis liés à la maladie, ça permet aussi à un moment, quand on prend un petit pas de recul et de se dire, mais attends, là, moi, je suis pas très bien finalement. C'est quoi mon équilibre? Qu'est-ce que j'ai besoin pour moi me sentir bien et pour aussi ensuite aller aider l'autre? Évidemment, moi, je suis travailleuse sociale, donc c'est sûr que je vais encourager l'accompagnement psychosocial. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre aussi de prendre un petit pas de recul et de venir un petit peu apaiser les tensions, les difficultés, d'avoir un espace safe. Alors, il y a plein d'options, hein, ça peut être en individuel ou en groupe, mais je pense que ça peut être une bonne aide. Alors là, on va rentrer plus dans la boîte à outils, en fait. La première chose, en fait, avant d'utiliser des outils, c'est de savoir s'évaluer. S'évaluer avant d'agir. C'est comment moi, je me sens aujourd'hui. Il y a plusieurs techniques. Il y en a une qui s'appelle l'échelle de fardeau du proche aidant. Donc ça, c'est comme un formulaire, en fait, qu'on remplit à un moment, puis il est révélateur de l'état dans lequel on est au moment où on remplit, mais ça nous donne des pistes. Il y a des questions, en fait, puis il y a des systèmes pas de points, oui,
forme de point. Et ça permet en fait pour nous, intervenants, quand on le réutilise, de venir voir un peu les signes de surcharge émotionnelle et ou physique. Et l'idée, c'est d'essayer de prévenir l'épuisement. Il y a aussi l'auto-observation simple. Tout bêtement, là, c'est se lever, se dire, OK, mais comment en fait moi je dors? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je me réveille beaucoup? Est-ce que j'ai des insomnies? Comment je mange? Est-ce que j'ai de l'appétit? Est-ce que je mange comme il faut? Il y a aussi, est-ce que je ressens encore du plaisir dans mon quotidien? Est-ce qu'il y a des moments dans ma journée où j'ai du plaisir ou pas? Moi, je conseille énormément le journal personnel aussi, de noter ses émotions, ses pensées, ses besoins non comblés au quotidien. Ça permet de se décharger, de déposer en fait. Puis on n'a pas toujours quelqu'un à qui parler sur le moment où on en a besoin. Donc de l'écrire aussi, ça permet de vraiment déposer, puis de aussi reprendre un peu, mais tiens, finalement ça, j'avais l'impression que ça prenait toute la place, mais peut-être pas tant. Et puis, l'objectif de tout ça, de s'évaluer là, avant d'agir, c'est vraiment de favoriser la prise de conscience du vécu avant que la fatigue devienne épuisement. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion du stress et préservation de soi. Et je le dis beaucoup, quand prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de l'autre. On s'oublie beaucoup, mais vraiment, en prenant soin de soi, on va prendre soin de l'autre. Là, je vous donne quelques conseils, mais je trouve, Lucie, elle disait marcher et tout, et je pense que vraiment chacun a son propre outil et a sa propre connaissance de qu'est-ce qui fait du bien, mais c'est des petites idées, là. Il y a ce qu'on appelle respiration consciente, donc on a tout ce qui est la cohérence cardiaque, 5-5-5, donc en fait, on inspire 5 secondes, on retient 5 secondes et on expire 5 secondes. Ça peut être des méditations guidées, mais courtes. Il y a plein d'applications mobiles. J'en ai cité, mais il y a Inspire, Calm, Petit Bambou. Je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celles qui sont quand même connues. Je suis une adepte de conseiller les micro-pauses quotidiennes. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on dit non, mais prends du temps pour toi, en fait, la personne proche aidante, elle voit une grosse montagne. Moi, du temps, je peux pas, j'ai trop de choses à faire, il y a plein de choses, je peux pas prendre du temps pour moi. Mais quand on le met à un plus petit niveau et on se dit, c'est pas prendre une semaine ou même une demi-journée, c'est prendre un tout petit moment. Ça peut être écouter une chanson. Une chanson, ça va être maximum 5 minutes. Ça peut être faire un tour de parc ou un tour du pâté de maison. Si on a un peu plus de temps, appeler un ami sans que ce soit forcément une conversation très longue, ou lire. Moi, personnellement, j'adore les podcasts. Moi, je me mets un podcast, puis ça me coupe, ça me redonne de l'énergie, et puis hop, on repart. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle les micro-pauses quotidiennes et qui apportent en fait un regain d'énergie, même si on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait, c'est beaucoup. Il y a les mini-rituels de soins, prendre un thé, la lecture, le bain, l'écriture. En fait, c'est ces petites habitudes qu'on avait, qu'on a souvent tendance à lâcher, mais qui régénèrent. Il y en a, c'est le coloriage. Il y en a, c'est le tricot. C'est de reprendre cette petite chose qui nous vide la tête et nous fait du bien. Et puis, bien sûr, demander de l'aide. On observe beaucoup que les proches aidants n'osent pas forcément demander pour plein de raisons légitimes. Les gens aussi, l'entourage peut être maladroit et du coup, nous, comme personnes proches aidantes, on ne se sent pas forcément accueillis comme on voudrait. Ce qu'on observe, c'est que souvent, l'entourage, il peut être très présent pour vous leur demander, je ne sais pas, tiens, toi, chaque semaine, tu vas aller me faire les courses. Moi, j'ai besoin de pain dans telle boulangerie, amène-le-moi à chaque semaine. Et les gens, l'entourage, ils sont contents. C'est comme très carré, c'est OK, tu veux ça, je fais ça. Et donc, c'est de ne pas donner des tâches précises, mais qui vous soulagent. Après, évidemment, il y a les services communautaires, il y a des bénévoles, il y a plein d'organismes, etc. Mais même au sein un petit peu plus proche, là, les amis et la famille. La communication, c'est assez clé dans les outils, la communication bienveillante. Et on le sait, le cancer, ça modifie les dynamiques familiales. Et l'idée là, c'est de vous donner un petit conseil sur comment avoir une communication bienveillante et réaliste. Donc, il y a la méthode DEST, c'est exprimer un besoin sans accusation. C'est pas facile. On va avoir tendance à dire
dire tu m'ennuies, tu m'en demandes trop, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que de le formuler un peu différemment, ça permet d'éviter d'entrer dans une crise. Donc, l'exemple, c'est quand je dois gérer toute seule, je me sens dépassée, j'aimerais que nous planifions les rendez-vous ensemble, ça m'aiderait à me sentir soutenue. Donc, il y a la description, quand je dois tout gérer seule. Ensuite, on exprime ce qu'on ressent, je me sens dépassée. On spécifie ce qu'on voudrait, j'aimerais que nous planifions les rendez-vous ensemble. Et les conséquences, ça m'aiderait à me sentir soutenue. Et ça passera forcément mieux que de dire tu m'aides pas dans les rendez-vous. Donc, c'est de favoriser cette manière de communiquer. Le jeu va automatiquement réduire les tensions parce qu'on parle de soi avant d'accuser l'autre. Ce qu'on conseille là dans l'exemple, c'est aussi sur la préparation des rendez-vous médicaux. Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est vraiment d'écrire les questions. Puis, chacun est acteur. La personne malade est actrice de sa situation, la personne proche aidante aussi. Et donc, d'écrire les questions, puis en rendez-vous, de noter les réponses, ça permet d'éviter les oublis, ça permet de reprendre ensemble ce qui a été compris par l'un, ce qui a été compris par l'autre. Et puis, d'encourager aussi toujours les discussions ouvertes sur tous les sujets. La question des limites, la question de la fatigue, la question des peurs. On a le droit, comme personne proche aidante, de verbaliser ses peurs avec la personne malade. La question de la fin de vie, si on est dans cette phase du parcours, mais c'est vraiment l'idée, c'est on s'autorise pas toujours à parler de peur de blesser l'autre, de l'inquiéter, de tout ça, mais finalement, le non-dit est là et ça crée une tension. Alors qu'en le parlant, ça va permettre de calmer un petit peu les tensions. L'objectif, c'est toujours de préserver la qualité du lien et d'éviter les non-dits qui sont destructeurs. Autre chose dans la boîte à outils, il y a tout ce qui est organisation et soutien social. Il y a les outils organisationnels. Donc, moi, je conseille souvent la fiche de suivi simplifiée, en fait, où on note les médicaments, les symptômes, les rendez-vous, les questions à poser. Encore une fois, moi, je conseille souvent l'écriture parce que je trouve que ça permet de décharger, de déposer, et puis c'est plus complètement dans notre cerveau. Je dis pas qu'il part complètement du cerveau, mais quand même, ça permet de décharger un petit peu. Le tableau de répartition des tâches, qui fait quoi? D'avoir les repas, c'est ça, c'est à la fois bien pour la personne proche aidante parce qu'on sait comment s'organisent les choses. La personne malade aussi, c'est qui c'est qui gère le repas aujourd'hui? Il y a juste à lire le tableau. Donc avec les repas, les transports, les courses, qui fait l'accompagnement. Donc ça permet d'y voir clair et de ne pas avoir à toujours revenir vers vous, personne proche aidante, pour questionner « Ah, mais qui fait ci, qui fait ça ?» parce que ça rajoute dans votre charge. Là, c'est vraiment regarde le tableau. Le plan de relève aussi, d'avoir une liste de personnes ressources pour que la personne proche aidante puisse souffler. Ça, c'est essentiel. Ça peut être pour des moments un peu plus longs, des moments un petit peu plus courts, mais il faut avoir un réseau. Et c'est là où je reviens avec cette histoire de briser l'isolement social, c'est de demander à vos amis, viens passer une heure, moi j'ai besoin de dormir ou d'aller prendre l'air. Évidemment, il y a des organismes, des ressources et organismes. Donc, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a par exemple le CLSC. Il y a Info Social, vous faites le 811, l'option 2, vous avez quelqu'un qui va vous répondre. On a la ligne d'info aidant, donc j'ai mis le numéro, mais il y a aussi le site internet de l'appui, en fait, qui aussi donne beaucoup de ressources. La Société canadienne du cancer, Proche Aidance Québec. Il y a aussi Proche Onco, qui est une OBNL qui a été créée par des personnes proches aidantes, en fait, et qui offre aussi du soutien psychosocial aux personnes proches aidantes pendant et après le parcours. On a tout ce qui est soutien social et communautaire. Donc, évidemment, il y a les groupes de soutien. Après, je pense que chacun va piocher un peu selon ses besoins, mais les groupes de soutien qui peuvent être en ligne ou en présentiel. Je pense que le fait qu'on se retrouve avec des personnes qui vivent un peu la même chose, ça permet de se sentir compris. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'il y a quelque chose aussi, une force commune qui vient et qui fait que chacun échange ses stratégies. Et puis finalement, moi, ce que je dis toujours,
nous, en tant qu'intervenants, on vient essayer de faciliter et donner des stratégies, mais je pense que vous, chacun en nous, on a la stratégie. C'est juste parfois, on a besoin de pouvoir échanger et de pouvoir être un peu porté là-dedans, mais vous avez en vous vos propres outils, ce qui va vous correspondre le mieux. Il y a aussi les rencontres entre pairs aidants. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est briser l'isolement. Puis c'est vrai que des fois, dans notre entourage, on ne se sent pas compris et on n'a pas la réponse qu'on veut. Et en fait, de parler avec des pairs aidants, donc des personnes qui vivent vraiment la même chose que nous, c'est là notre besoin. Puis c'est là où on va se sentir compris, on va se sentir moins seul. Donc ça peut être aussi un bon soutien. Évidemment, je parlais de soutien professionnel, donc soit un travailleur social, un psychologue, un intervenant pivot en oncologie. Il n'y a pas de formule magique ou plus gagnante qu'une autre. La formule gagnante, ça va être celle qui vous correspond le mieux et d'aller chercher la personne avec qui peut-être vous avez un meilleur contact, vous vous sentez écouté, pris en confiance, puis d'aller chercher l'aide vers cette personne-là. Et puis, évidemment, il y a Nova Soins à domicile, donc qui est l'organisme pour lequel je travaille. Vous pouvez aller visiter notre site Internet pour savoir si vous êtes éligible à nos soins et services à domicile. Mais ça, nous, on fait du soutien aux aidants et du soin palliatif à domicile. Puis, je vais terminer, en fait, avec ma présentation, avec le témoignage. Je vais vous lire le témoignage d'une personne proche aidante qui reçoit d'ailleurs toujours les services de Nova. Avant que Nova Soins à domicile ne me contacte, je ne savais pas que ce type de soutien existait. Je faisais tout par moi-même et je ne cherchais pas d'aide. Lorsqu'on m'a offert un soutien psychosocial gratuit, j'ai décidé d'essayer. Et Fanny a été d'une aide incroyable. Avoir quelqu'un à qui parler, qui comprend ce que je traverse, a vraiment fait une différence. Les visites de répit hebdomadaires d'Emilia sont merveilleuses. Elles me poussent réellement à sortir de la maison en toute tranquillité d'esprit, en sachant que mon proche est entre de bonnes mains. Ces quelques heures, chaque semaine, sont devenues essentielles à mon bien-être. Le soutien de Nova a été très positif pour nous. Je suis reconnaissant pour les soins, la bienveillance et le répit qu'ils apportent dans nos vies. Voilà, moi j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Là, il y a toute la bibliographie, mais voilà. Merci beaucoup, Fanny. Donc, on est maintenant à la période de questions. Vous pouvez maintenant ouvrir votre micro si vous voulez poser une question. Si vous préférez l'écrire dans le clavardage, c'est possible aussi. Je pourrais la poser à Fanny. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aurait une première question? Dominique, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Madame Le Prince, pour votre présentation. J'ai une première question pour vous. J'aimerais savoir, dans votre expérience, en fait, à quel moment une personne proche aidante devrait-elle commencer à apporter une attention plus sérieuse à son propre bien-être? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais dès le début. En fait, c'est vraiment dès l'annonce du diagnostic, en fait, idéalement, il faudrait qu'on pense à soi aussi dans ce moment-là. Et en le faisant en tout début de parcours, on dirait que ça permet que ça devienne un peu comme un réflexe et une habitude de se dire, tiens, en fait, oui, il y a l'autre, mais il y a moi. Encore une fois, c'est pas toujours facile, hein, on le sait, hein, mais dès le début du parcours, c'est essentiel finalement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non, moi, j'en aurais une pour toi, Fanny. Parce que là, on parle beaucoup dans le parcours actif, mais on sait qu'il y a aussi la fin du parcours. Donc, comment le rôle du proche aidant évolue à la fin des traitements ou le retour à la vie quotidienne? Alors, ça, c'est délicat parce qu'on a été beaucoup dans l'action et puis tout à coup, tout retombe. Et puis, on a vécu une action vraiment intense, là. Et puis, ça, je dirais que c'est d'appliquer un petit peu ce que j'ai dit aussi. Ça va être de la communication, de reprendre un petit peu son rôle, sa place, d'accepter l'imperfection. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être un peu un défi. L'autre a changé, moi j'ai changé.
on peut toujours être quand même toujours un peu dans la peur parce qu'on a vécu ça, on se dit est-ce que ça va recommencer? Donc, il y a quand même cette phase aussi de OK, bon, finalement, ça recommence pas, on sort de ça, ça y est, mais ça prend du temps. Et donc, je dirais que ce que j'ai présenté là, je pense qu'on peut quand même l'appliquer aussi par la suite sur voir qu'est-ce qui me fait peur, comment je sors de ce rôle et de communiquer avec l'autre, en fait, de se parler entre personnes, de se dire OK, là, peut-être c'est ma peur qui me fait réagir de telle façon. Après, la vie est faite aussi que finalement, naturellement, avec le temps, quand on sort d'une situation de crise, on se réapproprie nos rôles aussi. Mais il peut y avoir cette phase un peu, je trouve, d'après qui peut être un défi et où on peut aussi avoir besoin d'aide, en fait. D'aller chercher aussi des groupes de soutien ou du soutien individuel parce que parfois, on a besoin un peu de se déposer aussi après tout ce parcours et de se redéfinir aussi un peu, mais qui je suis, moi, comme personne. On le voit souvent, après, il y a un avant et un après. Les gens le disent, ça paraît un peu bateau, là, mais c'est une réalité. Il y a un avant et un après quand même. Je ne sais pas si c'était clair ma réponse, là, mais... Absolument. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Dominique, oui. J'ai une autre question. En fait, tu sais, on le sait comme personne proche aidante, ça peut prendre, on peut être, comment je pourrais dire ça, on peut être ça prend différents visages. C'est pas parce que on est proche aidant avec son parent, par exemple, à raison de 1 heure par semaine, qui fait en sorte que je suis pas une personne proche aidante. Mais il peut avoir aussi une proche aidante qui est plus principale, que je dirais entre guillemets, par exemple la conjointe, là, la maman conjointe qui prend soin de la personne malade. Mais dans ces situations-là où il y a plusieurs proches aidants en fait qui sont impliqués, comment, comme proche aidant secondaire, si je peux dire, je devrais aborder justement avec délicatesse l'épuisement du proche aidant principal. Des fois, on sent qu'on n'a pas notre place comme proche aidant secondaire ou quoi que ce soit. Fait qu'avez-vous des trucs à nous donner à ce sujet-là? Oui. Alors déjà, je voudrais juste souligner que quand même, on parle des proches aidants, oui, qui sont présents H24, mais le rôle d'un proche aidant qui est là, même ne serait-ce qu'une heure par semaine, cette heure-là peut être très intense aussi et le rôle est tout aussi important et on a le droit aussi d'aller chercher l'aide même si on n'est pas là H24. Je trouve que souvent, on ne se légitime pas aussi, on se dit non mais moi je suis pas là tout le temps, mais on est proche aidant quand même. C'est juste, je fais une petite parenthèse aussi où c'est important de prendre soin de soi aussi, même si on n'est pas H24 avec la personne. Puis en termes de conseils, ce que je dirais, c'est pas forcément d'aller frontalement dans est-ce que tu prends soin de toi, mais plus dans, je sais pas, par exemple, c'est notre mère qui est la personne proche aidante, on connaît un peu notre mère, on voit ce qu'elle aime pas faire, et on pourrait lui dire, bah, tiens, est-ce que tu as pris le temps de jardiner, puisqu'on sait qu'elle aime jardiner. D'aller vraiment dans des questions sur est-ce que tu as tricoté récemment, est-ce que tu as vu telle amie, d'aller voir un petit peu ce qu'elle aime, si elle a continué à garder ce fil de ce qu'elle aime, de voir aussi est-ce que ça peut être, là, j'ai l'impression que tu as l'air fatiguée aujourd'hui, est-ce que tu as bien dormi? Puis ça ouvre la question un peu parce que si elle répond non, pas trop, ok, mais est-ce que c'est la première nuit que tu dors pas bien ou est-ce que c'est récurrent? C'est vraiment d'amener des petites questions et d'aller chercher ce que vous connaissez de la personne, voir si elle a gardé ça. Merci. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Non, ben parfait. C'est donc ce qui conclut notre présentation pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation. Merci Fanny pour cette belle présentation. Si vous avez apprécié le contenu, si vous avez des commentaires ou même si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors de nos webinaires, je vous invite fortement à nous rejoindre par courriel à l'adresse infocancer@fqc.qc.ca. Nous tenons en moyenne 4 webinaires par année, donc je vous invite à consulter nos réseaux sociaux pour voir les prochains événements. C'est ce qui conclut pour la journée. Je vous remercie encore.
Passez une très belle journée. Bonne journée.